causeries de la manufacture. Bonjour à toutes et merci d'être présentes pour cette troisième édition des causeries du programme Dansonnaires de la manufacture CDCN Bordeaux-La Rochelle. Alors comme vous le savez peut-être déjà, la manufacture a mis en place ce programme de culture chorégraphique en ligne afin de proposer des rendez-vous réguliers autour de propositions et de productions artistiques sur et autour de la danse. Donc, les causeries, brièvement, consistent à initier des rencontres, des conversations entre des personnes inspirantes, artistes, chorégraphes, philosophes, chercheurs, chercheuses, afin d'échanger sur un sujet spécifique en lien avec une thématique. Donc, ce mois-ci, Dansonnaire se penche sur les pratiques actuelles en danse dans une perspective féministe intersectionnelle. Et pour cette causerie, nous sommes très heureuses et heureux de recevoir 4 femmes pour parler de corps, de genre, de politique et de danse contemporaine sous le prisme de l'écoféminisme. Elles sont artistes, chorégraphes, performeuses, plasticiennes, historiennes de l'art et pas que, et vont ainsi partager leur point de vue autour de ce courant de pensée qui habite leur démarche artistique et réflexive. Donc, je laisse maintenant la parole à Hortense Bellotte, comédienne, performeuse et historienne de l'art qui va animer la discussion. À toi Hortense et bonne causerie. Merci beaucoup Juliette. Et alors, on m'a donné la charge d'introduire un petit peu la problématique du jour qui a ce très joli nom, corps, genre et politique, la danse sous le prisme de l'écoféminisme. Donc, je suis chargée de faire une petite introduction sur l'écoféminisme. On y reviendra évidemment et vous rajoutez tout ce que vous voulez derrière. L'écoféminisme, c'est donc un mouvement de pensée, c'est philosophique, politique et militant. Ça prend racine dans, comme son nom l'indique, la rencontre de l'écologie et du féminisme. L'écoféminisme articulerait de manière nouvelle le concept femme et le concept nature sous un angle un peu novateur, en tout cas par rapport au siècle précédent, et autour du concept d'exploitation. L'homme exploiterait la nature de la même manière qu'il exploite la femme, et il s'agirait d'arrêter tout ça et de s'émanciper des deux. Pour résumer, historiquement, le mouvement se structure à la fin des années 70 au sein ou à l'occasion du mouvement hippie, en parallèle des luttes de libération sexuelle, de pacifisme, anti-nucléaire, etc. La résistance et la question de la lutte politique, c'est au centre des préoccupations de l'écoféminisme, mais l'écoféminisme se caractérise surtout par l'introduction des dimensions spirituelles, artistiques ou performatives comme méthode. Et c'est sûrement ça qui nous intéresse, en tout cas pour notre champ qui est celui de la danse. Dans les grands noms, on a l'américaine Starhawk, on a l'indienne Vandana Shiva, mais on a surtout la volonté de refuser l'hégémonie, en tout cas l'hégémonie culturelle du féminisme blanc occidental et de ses modes d'action. Et c'est sûrement en ça que l'écoféminisme réinvente un petit peu le féminisme dans sa totalité. Et l'écoféminisme privilégie les actions locales, vernaculaires et décentrées, disons. Depuis quelques années, pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que ça a dépassé les années 70 et qu'il y a un regain de cette mouvance, à la fois au sein de la nouvelle vague féministe, avec des mouvements, là encore, il y a des branches très multiples, hein. Ça va du mouvement des sorcières à l'écosexe d'Annie Sprinkle, et également au sein de la nouvelle génération écologiste, notamment portée par des femmes, la médiatique Greta Thunberg ou quelques grands noms de l'écologie décoloniale comme Canoubis ou d'autres. Et on a vu apparaître ces dernières années des nouveaux sujets qui pouvaient être à la croisée des deux, comme toute la polémique et les questions, l'entrée dans la vie politique de la question des menstruations et des tampons. Bref, l'écoféminisme a son actualité et résonne particulièrement bien à notre époque, et c'est sans doute pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et pour en parler aujourd'hui, on a donc 3 artistes, performeuses, chorégraphes et autres. Alors Nina Santés, salut Nina. Salut. Donc je fais une petite bio très rapide.
Et puis après, évidemment, si j'ai dit des conneries, tu rediras. Nina, donc elle fait ses débuts sur scène en tant que marionnettiste. Et depuis 2008, elle a collaboré avec des interprètes comme Mylène Benoît, Myriam Gourfin, Catherine Contour, Pascal Rambert et bien d'autres. En 2011, elle a créé avec Kevin Jean, le performeur La Fronde, à la fois label de danse, je cite, mais aussi mutuelle, coopérative et camp de base pour une constellation d'artistes, dont Betty Chomanga, Lise Vermeau, Nanyadji Kagara ou Camille Decelier. En tant que chorégraphe, ses dernières pièces sont Hymen Hymne en 2018, Elif en 2019, créé avec Célia Gondol, et République Zombie en 2020. Ensuite, on a Madame Cécile Proust. Pourquoi Madame? Parce que c'est ton adresse mail qui s'affiche comme ça. D'accord. Ça s'écrit Madame Cécile Proust et j'adore. Je trouve que ça c'est pas moi qui fais, mais c'est comme Wikipédia. Mais c'est super que tu notes ça. Donc, performeuse, autrice, chorégraphe, commissaire d'exposition, enseignante. Dans les années 80-90, elle collabore avec Alain Buffard, Dominique Brun, Odile Duboc, Thierry Chun-Yang, Robert Wilson et Robert Carsen, notamment, tout un tas d'autres aussi. Elle dirige depuis 2004 le projet interdisciplinaire Fameuse, qui est un projet collaboratif qui regroupe un ensemble de performances, de vidéos, de textes, de spectacles, d'installations, de programmation de spectacles et de commissariats d'exposition, partagés à la fois en France et à l'international, dans des lieux d'art, de danse, et le tout archivé sur le site internet fameuse.org, fameuse écrit comme les femmes. Et puis, Sarah Trouche, bonjour. Du coup, artiste polymorphe, qui travaille autant dans le domaine de l'art contemporain que du multimédia, de la vidéo, de la photographie, etc. Née dans le Médoc, diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2007, elle se forme, travaille et expose un peu partout, notamment aux États-Unis, en Angleterre, au Japon ou à la Villa Médicis. En 2020, elle expose ses créations plastiques et photographiques à La Traverse, Centre d'art contemporain d'Alfortville, sous le titre très éloquent pour notre question du jour, et c'est pour ça que je me permets de le citer dans sa totalité, « Seule la femme qui gratte le sol semble totalement étrangère à la folie des gens ». Tandis que son travail scénique est porté par sa compagnie, au nom tout aussi poétique, Winter Story in the Wild Jungle. Voilà. Merci déjà à toutes. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur votre bio? Non, les répondants. Ouais. Super. Et alors, on commence tout de suite dans le dur. Et je voulais d'abord vous interroger sur les questions un petit peu théoriques, parce que moi, je ne suis pas du tout spécialiste alors, ni de la danse, ni de l'écoféminisme, ni de l'art contemporain. Donc, c'est super. Je suis vraiment la personne la mieux disposée pour animer cette session. Et donc, je vais vous laisser nous poser les bases un petit peu théoriques. Et pour ce qui est de l'écoféminisme, je pensais te demander, Nina Santes, d'abord. Toi, j'ai vu donc, que tu avais eu l'occasion de rencontrer Starhawk, qui est un peu la mentor du mouvement écoféministe sur la côte ouest américaine. Et si tu pouvais un petit peu nous parler donc, de cette rencontre et de tout ce que tu as découvert un peu avec elle. Oui, tout à fait. C'est effectivement, moi, l'entrée de l'expérience de voyage que j'ai fait et de cette rencontre-là, c'est peut-être la meilleure entrée parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de l'écoféminisme non plus. Enfin, disons que ça a été une référence de recherche dans le travail et quelque chose, un mouvement avec lequel je me sens en résonance en tant qu'artiste, mais voilà. Donc, ouais, c'est une bonne façon de rentrer dedans. En fait, en 2016, j'étais en train d'écrire le projet Hymen Hymne, de commencer à y réfléchir, à vrai dire. Et j'ai rencontré, dans ce cadre-là, Camille Dusselier, qui est une réalisatrice de documentaires, artiste, astrologue. Elle se autoproclame bébé sorcière aussi. Voilà, tout un tas de choses. Et on s'est rencontrés pour parler, en fait, d'un film qu'elle a fait qui s'appelle Sorcières mes sœurs, de la résurgence de la figure de la sorcière dans les luttes sociales, environnementales à ce moment-là, et de Starhawk, qu'elle avait rencontré. Et donc, Starhawk, qui est en effet une activiste, qui est aussi une grande spécialiste de permaculture, qui est une sorcière Wicca, basée à San Francisco, qui a écrit un
très beau bouquin qui s'appelle Rêver l'obscur, que j'étais en train de lire à ce moment-là. Et on se rencontre à Paris avec Camille, on prend 2 cafés et puis on se dit bon, on part en voyage d'exploration, de recherche et de rencontre de nos sœurs aînées inspirantes, dont Starhawk. Et en fait, l'idée, c'est que Camille, qui appartenait plus au monde de l'audiovisuel, du cinéma, enfin du documentaire et culture queer, me présente des sœurs aînées inspirantes et que moi je lui présente les miennes. Et donc la personne à laquelle moi j'ai pensé, c'est Anna Alprine, qu'on a été rencontrée, et de son côté elle m'a parlé de Starhawk et d'Annie Sprinkle, qu'on a été rencontrée aussi avec Beth Stephens, la femme de Annie Sprinkle. Et donc on est arrivé à San Francisco juste au moment de l'avènement de Trump au pouvoir, donc c'était un moment assez bouillonnant et tendu. Et on a fini par frapper à la porte de Starhawk, qui nous a offert un thé et avec qui on a essayé justement d'exposer nos grandes théories sur l'écoféminisme. Et puis elle nous a demandé si on savait peindre. Voilà, elle n'était pas du tout partie pour une grande discussion avec nous. Elle nous a juste demandé si on savait peindre. On a dit ben ouais. Et donc on s'est retrouvés à l'aider à peindre sa maison pendant 2 semaines, quelque chose comme ça. Et en fait, je parle de ça parce que finalement, on s'est retrouvés à faire des choses ensemble avec Starhawk et une grande amie elle qui s'appelle Donna Reed, qui est aussi une réalisatrice de documentaires. Et donc, on a peint des portes dans la maison de Starhawk pendant des jours et des jours. Et à travers cette action assez simple, en fait, mais aussi hautement symbolique de peindre des portes ensemble, elles nous ont raconté leur recherche 30 ans auparavant sur l'histoire de la sorcière en Europe et comment elles, 30 ans auparavant, elles sont allées en Europe pour tourner un film autour de ces questions-là. Et nous, on faisait le mouvement inverse finalement 30 ans plus tard avec Camille Dusselier. Et donc, il y avait cette espèce de rapport de sororité qui s'instaurait et un peu de rituel du quotidien avec les mains dans la peinture et de parler du contexte politique avec l'avènement de Trump. Donc, ça a été un peu ça, mon entrée dans l'écoféminisme, un peu, voilà. Et c'est comme ça qu'on est devenu un peu... qu'on s'est rapproché de Starhawk et qu'elle nous a après emmenés dans ce qu'elle nommait des rituels magico-politiques qui étaient clairement formulés autour de l'avènement de Trump au pouvoir à ce moment-là, quoi. C'était vraiment super focus là-dessus. Et donc, on s'est retrouvés dans la Silicon Valley à participer à des rituels pour conjurer Trump, pour conjurer le fascisme. Et en fait, c'était il y avait beaucoup d'humour, il y avait beaucoup de spiritualité qui se mélangeait à des questions de lutte sociale, environnementale. Et ça m'a vachement touchée parce que ça n'appartient pas à la culture de la lutte en France, je trouve, cette idée en tout cas d'accueillir une forme de spiritualité dans la lutte. Ça m'a touchée parce que il y avait une part d'irrationnel en fait, et que ça pouvait exister. Et que Starhawk faisait beaucoup référence à cette idée de l'irrationnel, de l'invisible et de la magie, en fait, convoquer la magie comme un art de la transformation et que socialement, on avait besoin de convoquer des énergies et d'utiliser la magie pour transformer des choses, des états, des idées, des systèmes. Et donc voilà, étonnamment, ça a fait un espèce d'écho avec ce que moi je recherchais en tant qu'artiste, la place de la magie dans un contexte de danse contemporaine et une histoire française qui en tout cas moi dans mon milieu s'inscrit dans une pratique plus conceptuelle et où je trouvais que justement je trouvais qu'il n'y avait pas forcément de place pour la magie et je me demandais comment reconvoquer la magie dans le théâtre aussi et comment convoquer une idée du sacré mais sans sacraliser cet espace à nouveau et en faire un espace auquel on ne peut pas toucher ou alors un espace exclusif. Voilà, pardon, je
partie un peu dans tous les sens. Non, mais c'est très bien. Mais merci beaucoup. Et puis, et d'ailleurs, j'ai vu que Camille Dussolier, elle venait de sortir. Il y a un autre film en ce moment qui est visible aussi sur les thèmes de la sorcière, etc. Il faut, Oui, ouais, ouais. ouais. Ça, Sorcière Lisa. voilà, Ouais, Sorcière Lisa. ouais, Dans la bibliographie, on peut aller voir ça. Je crois que c'est en ligne en ce moment. ouais. Et pour continuer juste le petit tour de la théorie, Sarah, toi, du coup, Sarah Trouche, t'es de formation donc plutôt art plastique et notamment, tu as créé un festival Perform. Oui. Donc, disons que tu es du monde des arts plastiques, mais très lié aussi à celui de la performance. Et pour ce qui est, on va dire, des références théoriques et historiques, alors je t'avais proposé Marina Abramovic, mais en délit de façon assumée. Évidemment, Mais non, en non, même temps, on l'assume totalement. voilà. Voilà, c'est une des grands noms de la figure de la performance. Je l'ai rencontrée plusieurs fois. Enfin, voilà, j'ai une pièce à elle à la maison suite à un échange, donc là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que au niveau de cette question de l'écoféminisme, moi, effectivement, j'ai une formation de plus art plastique, même si après ma formation Beaux-Arts de Paris m'a emmenée à Los Angeles, puis à la Goldsmiths University, où là, j'ai beaucoup plus travaillé à Londres sur les questions liées à la performance. Ce qui m'intéresse, c'est aussi ce décloisonnement des disciplines. Et des artistes ont permis ça. Je pense notamment à Gina Payne. Voilà. C'est aussi cette question-là. Alors évidemment, Marina Abramovic, ce qui est très fort dans cette question d'écoféminisme, c'est surtout cette question de présence et de position, c'est-à-dire sortant du champ de l'art vivant comme on l'entend, c'est finalement plus la présence qui compte et ce qu'elle va dégager, cette relation à l'autre, et finalement de trouver ce lien-là, cet interstice, j'ai envie de dire, qui va me faire qu'on se retrouve dans cette position regardant et qu'on a une pratique de liaison entre l'environnement propre, tu vois, très site spécifique, le public et l'artiste. Et donc, il y a d'autres artistes, je pense notamment à Judy Chicago, qui avait une très très belle rétrospective au CAPC de Bordeaux. Voilà, il y a des artistes comme ça, écoféministes, qui ont vraiment marqué, on va dire, l'histoire de l'art et l'histoire de la performance, et je crois que c'est un peu dans cette lignée-là, en tout cas, que j'essaie de m'inscrire. Je cherche à décloisonner constamment parce que on est dans un système de pensée aussi avec beaucoup de catégories en fait, de médiums, là où je ne me suis pas forcément retrouvée. Et donc, le festival Perform dont tu parlais, c'est un festival effectivement qui décloisonne. C'est la performance sous toutes ses formes, venant du chant, de l'art contemporain, de l'art numérique ou de l'art vivant, et qui rassemble des gens qui, du coup, ont juste cette même idée de penser le corps, de penser le public, de penser le site dans cette cohésion-là et d'essayer de faire sens ensemble. Donc cette notion finalement de fraternité ou de sororité, comme tu parlais Nina, est aussi très très importante dans cette question d'écoféminisme, parce que c'est comment être ici et maintenant avec ce contexte. Et en tant qu'artiste actuellement, on ne peut pas faire autrement, j'ai envie de dire, que d'être écoféministe, parce qu'on est dans des enjeux actuels et qu'on ne peut pas, tu vois, juste se voiler les yeux à partir du moment où on a un engagement artistique qui s'écarte un peu de cette question uniquement de l'esthétique. Dans le champ de l'artivisme, par exemple, on ne peut que être dans ces questions-là qui sont des questions actuelles, quoi. Voilà. Bah cool, merci. Et alors moi, ce que j'adore avec vous, c'est que du coup, en fait, vraiment, on est à... tu sais, quand on dit qu'on est à 7 poignées de main de tout le monde par les gens, mais avec vous, on est à une poignée de main de Starhawk, Marina et Preciado, du coup, donc c'est génial. On est dense, hein. C'est que du vécu. Donc, Cécile Proust, toi, justement, pareil, on va dire, dans tes inspirations conceptuelles, hein, donc... j'avais relevé 2 trucs. Effectivement, tu as fait des études avec donc, Preciado et ensuite avec un master de sciences politiques qui était dans les masters initiés par Bruno Latour. Alors, ce n'est pas que Bruno Latour soit écoféministe en soi, mais il avait développé en tout cas le concept de Gaïa, lui-même étant très proche de
Donna Haraway, etc. Tout ça nous permettait d'ouvrir un petit peu le champ de l'écoféminisme à d'autres choses un peu, disons, assez voisines, qui peuvent être donc le concept Gaïa, la théorie cyborg ou la somatech. Donc c'est un peu, tu viens un peu d'une autre famille, mais qui est magnifique. Attends, branche ton micro. Oui, donc je vais faire, comme tu as parlé de ces mains-là, à moins de 7 mains, oui, il y a beaucoup, beaucoup moins, il n'y en a même pas une quelquefois, puisqu'effectivement, je rebondis à ce que disait Nina, Anna Alprine, avec qui j'ai travaillé pendant 8 ans autour de, et Anne Colo, qui remontait Parade and Changes, et qui pour moi pourrait tout à fait être mise dans les figures de l'écoféminisme, même si je ne pense pas qu'elle revendiquerait ce terme. Enfin, ce qu'elle fait pourrait tout à fait être lié à ça. Annie Sprinkle aussi, puisque si je devais me définir quelquefois, je pourrais dire que je suis écosexuelle, effectivement. Mais je vais revenir donc à ce que, puisque tu nous as proposé effectivement une liste, donc du coup, j'ai réactivé mes neurones par rapport à Preciado. Alors, je n'ai pas exactement fait des études avec Preciado. En fait, j'étais moi-même engagée dans des travaux avec Paris 8 et quelqu'un m'a dit, et comme très souvent ça se passe dans la vie, je trouve, on vous dit, tiens, tu devrais peut-être aller écouter cette personne, tu devrais peut-être aller voir cette rencontre. Et donc, effectivement, j'ai suivi tout son séminaire qui a été pour moi un coup de foudre, et j'emploie vraiment ce mot à bon escient, c'est-à-dire que c'était 2003, hein, il venait, alors je la mégenre souvent parce que c'était Béatrice à l'époque, donc je fais souvent cette erreur de mégenrage. Donc, il venait de publier Manifeste contrasexuel, c'était 2003. Donc, c'était la pensée queer, hein, qui était vraiment très peu arrivée en France, hein, vraiment très très peu. Donc, il y avait en même temps cette radicalité qui venait des États-Unis et qu'il apportait avec une aura incroyable et en même temps une personnalité latine, puisqu'il est d'Espagne, donc espèce de mélange explosif au niveau de l'éros, comme ça, d'une très forte pensée théorique et en même temps d'une implication du corps, bien qu'il disait qu'il était à 10 000 lieues de nos corps, de nous, danseuses. C'était une autre façon d'entrer dans le corps avec des ateliers drag king. C'était le tout début aussi en France de l'atelier drag king, hein, quand on doit se transformer c'est comme ça qu'il le présentait, en un homme qui nous correspondrait peut-être le mieux. Donc il y avait aussi en même temps, c'est un mélange d'un travail qui, comme dirait Haraway, débiologise le genre, et puis en même temps qui doit s'ancrer aussi sur un corps dont on est porteur et porteuse. Par exemple, pour moi, je vais rentrer plutôt dans des exemples, elle me dit, toi Cécile, finalement, je te vois bien en petit PD. Et j'aimais beaucoup cette façon comme ça de rentrer, et ça c'est lié à des corps, à des façons d'être, effectivement, à des façons c'est lié à son écosomathèque, hein, effectivement à sa somathèque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on porte dans son corps, et que ce soit construit ou pas construit, hein, puisque là on est, et c'est ça je pense qui est intéressant aussi dans les pensées de Preciado, d'Haraway, et c'est là où ça pourrait être vu comme quelque chose de vraiment différent, voire à l'opposé d'un écoféminisme ou d'un essentialisme. Et moi, je pense qu'il faut plutôt tenir par les deux bouts ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a ce mélange des choses continuellement, cette fabrication du genre qu'il faut évidemment déconstruire pour plus de liberté, de hiérarchisation, pour tout le mal que ça peut faire. Et je parle d'un mal, un mal même personnel que peuvent ressentir les gens quand on est obligé de rentrer dans un genre qui est déjà prévu d'avance et vers lequel on ne peut jamais d'ailleurs réussir, hein. La féminité étant, la masculinité étant un ratage perpétuel, hein, si on n'y arrive jamais. C'est bien pour ça qu'on doit être toujours remis, recontrôlé, hein, parce que ça se fait, ça se fait pas, ça c'est possible, ça c'est pas possible, parce qu'autrement c'est une suite de ratages et c'est ce qui en fait d'ailleurs sa part terriblement émouvante aussi. Donc oui, il y a eu cette rencontre avec Preciado, qui était donc plutôt dans des pensées queer et pas écoféministes du tout. C'est vrai qu'aussi en France, enfin pas du tout,
de manière évidente, ça ne semblerait pas les premières choses qu'on associerait. Il y a toujours eu, je pense, en France, de toute façon, un rejet d'une notion essentialiste, hein. Les deux grands mouvements de féminisme, pareil, il faut évidemment les subtiliser, mais ce serait donc les féministes matérialistes qui vont prendre constructivistes, qui sont dans la construction, dans une analyse de la construction d'un genre, par exemple, bon, qui sont en ligne droite de Simone de Beauvoir, hein, et qui vont s'opposer à ce qui était construit par le patriarcat au départ, enfin, c'est-à-dire que le patriarcat a été dans le sens d'associer l'exploitation de la terre, l'exploitation des personnes des colonies, l'exploitation des femmes, l'exploitation des sorcières, une expropriation même de son propre corps. Donc il y avait une angoisse avec ce qu'on appelait, nous, l'essentialisme. En France, ça n'a jamais été bien vu. C'est pour ça que c'est très intéressant de voir comment on y revient, comment on re-questionne tout ça avec l'écoféminisme de manière très, très intéressante. C'est pour un peu remettre dans une histoire. Bien que Françoise d'Aubonne, dont j'adore le nom, Aubonne, en un seul mot, est la créatrice du concept, et elle est française. Elle avait créé un groupe féministe dans les années 68, et c'est elle qui a créé le concept d'écoféminisme. Bon, après, ça n'a pas du tout pris, en fait, à l'époque en France. Et après, dans l'histoire, et pour toutes les raisons qu'on connaît, comment l'histoire se construit, et très souvent d'ailleurs entre la France et les États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a très souvent, hein, entre Derrida, Foucault, il y a la French Theory qui part du côté des États-Unis et qui nous revient, retravaillée, hein, mais en tout cas avec Françoise d'Aubonne, conceptrice de l'écoféminisme. Elle a complètement été évacuée pratiquement de l'histoire. Même moi, d'ailleurs, au début, je trouvais ça pas du tout intéressant. Enfin, a priori, on trouvait ça moins excitant. Voilà, puis Preciado, il était vraiment dans sa construction de la pharmacopornographie, donc comment on est construit depuis les années 60 par la pilule, par le Viagra, enfin, par une construction très, très chimique de nos corps, hein. Et c'est vrai qu'en y repensant, je vois, par exemple, la méfiance, enfin, à juste titre, enfin, les jeunes femmes de maintenant ne sautent pas sur la pilule comme une chose, la chose la plus merveilleuse au monde, alors que quand la pilule a été une façon de séparer sexualité quand on était hétérosexuel et faire des enfants, c'était une révolution. Et maintenant, c'est quelque chose aussi, on en veut bien, mais pas à n'importe quel prix, pas sous n'importe quel prétexte. On re-questionne aussi ce que ça fait sur un corps. Donc là, Preciado est vraiment dans cette construction, cette analyse de la construction biochimique des corps, ce qu'il appelle la pharmacopornographie. Et puis pour aller du côté du cyborg, déjà, bon, donc, Preciado était très, très intéressé par la figure du cyborg, hein, qui est donc une figure qui aussi re-questionne la question du genre, mais du point de vue d'un corps machine. Et c'est beaucoup plus un concept, hein, d'ailleurs, qu'une réalité. C'est un corps augmenté. Et ce que nous sommes, une paire de lunettes est déjà un corps augmenté. Bon, alors là où on est en train d'être, nous, actuellement, on est complètement là-dedans, hein. On est dans cette rencontre virtuelle, mais qui est quand même une rencontre. Absolument. Voilà, donc déjà, moi j'avais rencontré cette figure du cyborg et d'Anna Haraway par Preciado, et effectivement, puisque tu parlais de SPIP, hein, donc le master expérimental de Sciences Po, et c'était le tout début. Les gens étaient choisis, on n'était qu'une vingtaine, on était choisis justement par rapport à nos préoccupations. Il était question, les gens étaient choisis quand ils avaient au moins deux centres de recherche, hein. Par exemple, moi, féminisme et danse, mais ça pouvait être philosophie et militantisme, ou musique et architecture. Enfin bon, voilà. Donc c'est vrai que c'était un lieu de rencontre absolument incroyable. Et moi, ce qui a été le plus important pour moi, c'est la rencontre avec Émilie H., donc, qui est philosophe, qui venait d'écrire Ce à quoi nous tenons, qui posait vraiment les questions, et qui est une féministe,
déclaré, parce qu'il faut remettre un petit peu dans le contexte. À l'époque où Preciado est arrivé en France, le féminisme, déjà, était un peu ringardisé, ça n'intéressait pas les gens, où il ne fallait pas tellement le dire. Moi, qui l'ai vécu, je vois vraiment le bond en avant exceptionnel qui a eu lieu. Enfin, c'est extraordinaire. Moi, quand j'ai commencé à faire fameuse, les gens me disaient, oui, tu es vraiment super courageuse, et d'aller dans le milieu de l'art qui était incroyablement patriarcal. Il l'est toujours, mais là, moi, j'étais confrontée à des choses, bien que la danse a sa dose, mais c'est plus subtil dans le milieu de la danse où il y a beaucoup de femmes, donc c'est plus subtil, parce que les années 80, 90, c'était l'arrivée des hommes dans le milieu de la danse contemporaine. Et tous ces hommes ont déroulé un tapis rouge. Hein. Il y avait du mieux à accueillir les hommes. C'est-à-dire que si les hommes venaient, la danse contemporaine devenait vraiment intéressante, il y allait avoir plus d'argent, ce qui ne retire rien au talent de ces hommes. Hein. Mais il y avait vraiment cette arrivée massive des hommes. Et moi, j'avais la sensation que un corps neutre qui était censé être celui de la recherche de danse contemporaine était plutôt un corps masculinisé, à mon avis. Hein. Après, pareil, la danse contemporaine, ce sont plutôt des danses contemporaines, donc il faudrait faire une analyse, et on n'a pas le temps ici de mouvement en danse, mais comme pour la langue, il y avait plutôt pour moi plutôt qu'une neutralisation, une masculinisation dans les énergies, dans les jetés au sol, bien qu'évidemment, ces choses-là peuvent être faites par des femmes, bien entendu. Donc, pour finir avec SPIP, donc le master expérimental, donc la rencontre avec Émilie H, sa pensée qui proposait en fait de moraliser son rapport à l'écologie, c'est-à-dire avoir une portée morale. Dans nos actes, il y a des conséquences. C'est-à-dire que si on fait telle chose, telle architecture par exemple, qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans? Qui est-ce qu'on expulse? Enfin, quelles sont les conséquences pour 2, 3, 4 ou plus générations quand on fait quelque chose? Et cette idée de moraliser son rapport aux humains et aux non-humains, était assez nouvelle, puisqu'en fait, même l'histoire de la morale en France, c'est pas très bien vu. On trouve que c'est trop chic d'être politiquement incorrect, d'être voilà, dans une espèce de moi, ce que j'appelle brutalité. Et puis, il y a deux autres personnes qui ont été très importantes pour moi. C'est Vinciane Després, que j'ai rencontrée là-bas, puisque en fait, on n'avait pas des cours comme ça qui se suivaient les uns après les autres. On était vraiment dans des expérimentations, dans des rencontres, dans des débats. Donc, on sait maintenant, Vinciane Després a un énorme succès avec ses livres sur les animaux, enfin, sur les animaux, sur les façons dont les animaux habitent le monde et habitent soit à côté de nous, soit ce qu'on leur fait. Et puis également Isabelle Stengers, qui était aussi qui est philosophe. Et donc c'est vrai que les femmes dont s'entoure Bruno Latour, Émilie H, Isabelle Stengers, qui avait écrit La sorcellerie capitaliste en 2005 et qui avait vraiment une analyse politique qui va quand même chercher du côté, alors ça, je sais, c'est en 2005, ça paraissait complètement dingue, cette histoire de penser que le capitalisme avait à voir avec la sorcellerie, dans le mauvais sens du terme, là, pour le coup. Donc il y avait un pouvoir de sidération, c'est-à-dire même si on dit « Ah, c'est peut-être pas le mieux, mais il n'y a pas d'autre solution. Ah, mais si vous trouvez mieux, non, il n'y a pas. » Donc une espèce de sidération, et on est pour moi complètement là-dedans, finalement. Voilà, c'est si vous ne votez pas Macron, vous aurez Marine Le Pen. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à cette injonction, face à c'est comme si on nous jetait un sort. On est littéralement sidéré, et je trouve que ça. Enfin, j'avais déjà lu donc La sorcellerie capitaliste d'Isabelle Stengers, et ça me paraissait incroyablement fort. Et puis, pour terminer, voilà, ce qui avait très intéressant à Sciences Po, dans ce master, c'est que là, on était dans une philosophie des sciences. Donc, c'est une autre façon de penser
que les sciences sociales, auxquelles nous, dans le milieu de l'art, on est beaucoup plus habitués. Et Dieu sait pourtant s'il y a les mêmes biais, hein, comme le regard situé, hein, comme l'analyse très bien Haraway. Ce n'est pas parce qu'on est biologiste qu'on ne pose pas un certain type de questions selon sa position sociale, même à des cellules. Hein, et ça, au début, ça ne me paraît pas évident, mais en fait, voilà, en science, on a des biais aussi, mais c'était très nouveau pour la science de se poser ce genre de questions. On croyait encore à l'objectivité de la science, quoi, d'une certaine manière. Hein, mais on le voit avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, hein, les questions qu'on pose en science, qu'est-ce qu'on fait face à un virus, quelle attitude politique on a et vis-à-vis des humains, des non-humains, de ce qui nous entoure. Voilà, et cette notion que la planète on n'est pas extérieur à la planète et la planète n'est pas extérieure à nous, mais on est dans des relations. J'arrête, je pourrais parler pendant 10 heures. Mais non, mais merci. En plus, c'était difficile. Ce que je t'ai demandé de faire, mais tu l'as hyper bien fait quand même, c'était d'articuler des discours qui sont à la fois et opposés et complémentaires, et tout ça est très chelou. Donc, merci. Et justement, ce que tu disais par rapport au rapport à l'espace, toi, par exemple, dans ton projet Fameuse, il y a notamment tout un cycle qui s'appelle Fameuse en ville, où tu déambules dans la ville, donc avec des femmes, on va dire, qui ne sont pas exemplaires, mais qui ont un truc à dire à travers le monde, et notamment pour interroger leur rapport à l'espace, un espace qui est urbain, mais un espace aussi qui est social, anthropologique, etc. Et justement, cette notion du rapport à l'espace, voire même moi, ce que je comprends presque comme une fuite qui est un petit peu nécessaire, fuite du système capitaliste ou de ce qu'on veut, qui est un petit peu nécessaire à toute pensée, en première étape d'une pensée écoféministe. C'est un truc qui se retrouve dans vos travaux un petit peu à toutes. Et du coup, Sarah Trouche, toi, tu as donc la question avec la Wild Jungle, c'est d'aller faire de l'art dans des milieux périurbains, avec cette idée d'un périmètre autour, d'aller au milieu des vignes. Et puis, tu as aussi une série qui s'appelle Les Échappés. Je me suis dit que ce n'était pas pour rien non plus. Ou encore, j'ai vu une performance, la Attrape-Lune, où c'est une déambulation nocturne dans l'espace urbain à l'occasion de la Nuit Blanche. Donc, on retrouve un peu ce truc de on va aller occuper l'espace, quoi. Moi, je me suis confrontée pas mal à cette question-là, d'abord de l'étranger, en travaillant énormément à l'étranger pendant des années, et après finalement de regarder dans ce contexte-là et en réfléchissant à cette politique culturelle qui n'était pas la même partout. Finalement, on est en France, tu vois, et en fait, on se rendait compte qu'à des kilomètres, entre 60 et 80 kilomètres d'une grosse ville, l'accessibilité culturelle ou le territoire n'avait pas la même visibilité et possibilité culturelle que dans les banlieues proches ou dans les villes. Donc, du coup, cet interstice-là, encore une fois, m'a intéressée. Et il m'a semblé, parce que la culture est langage universel et qu'elle parle à tous et de toute origine et de toute venue, l'idée, c'était de se dire comment on peut se réapproprier son territoire et finalement se réconcilier. Et cette question de l'écoféminisme, c'est aussi finalement travailler sur cet épiderme-là. Cet épiderme-là de la terre, tu vois, de la croûte terrestre. Seule la femme qui gratte le sol semble totalement étrangère à la folie des gens. C'est Andrew McKean, c'est aussi cette envie de se dire comment on se réconcilie avec ce symbole-là en tant qu'artiste, quel que soit le genre, parce qu'on est avant tout artiste, et il se fait que je suis femme, mais ce n'est pas ça qui va me définir. Et du coup, l'idée, c'était de dire que on peut réconcilier. Et il m'a semblé évident, notamment à travers le prisme de la compagnie Winter Story in the Wild Jungle, de se dire que cette éducation artistique, mais sans envie pédagogique ou, tu vois, ou même démagogique, c'était aussi par le fait de côtoyer des artistes qui sont finalement dans cette porosité-là et qui font dans ce vivre ensemble. Et à travers ça, c'est des programmes, dont un programme qui s'appelle Les Protagonistes, où on travaille sur ce patrimoine matériel et immatériel que l'on trouve notamment dans les terres rurales et en ruralité. Moi, qui suis établie en Médoc, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais ça peut être n'importe quelle ruralité, beaucoup travaillé en Île-de-France. À 80 km de Paris, on est en pleine campagne, et du coup, il y avait vraiment aussi ce rapport-là
à la Terre avec un grand T, et après finalement aux astres. Et dans la période du confinement, ce qui m'a semblé essentiel, c'était aussi par le prisme du numérique et de cette extension dont tu parlais, Cécile, c'était cette envie de re-rentrer en relation avec l'autre alors que le lien n'était plus possible. Et donc, j'ai lancé via les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que c'est un outil assez magique pour le coup, un appel à la Lune en disant « Aujourd'hui, nous partageons bien plus qu'un virus, nous partageons notre humanité avec un grand H. Et donc, envoyez-moi votre point de vue de la Lune. » Et j'en ai reçu de cette même Lune, c'était ça qui était important, et j'en ai reçu des centaines, plus de 950 en 24 heures, et j'en ai reçu après par la suite, mais j'avais du mal à identifier si c'était la même Lune partagée. Et donc, l'idée, c'était de faire le tour du monde. Quand tu m'envoyais la Lune, je te renvoyais la dernière Lune reçue, mais d'où elle arrivait, donc d'Italie, d'Afrique, d'Asie, en fonction de ce tour du monde. Voilà. Et ça a donné après des performances, des envies de rassemblement, des créations, notamment avec le Frac Meka de Pulse, mais après des pièces chorégraphiques, voilà, dans le cadre de la Nuit Blanche à Paris cette fois. C'était aussi cette idée de recréer du lien, de recréer de l'humain et de se réconcilier avec aussi cette question du symbole qui est à ce moment-là cette lune, parce que c'est la seule lumière qui brille, qui est constante et qui brille malgré l'obscurité. Et donc, c'était aussi important d'arriver à refaire du lien. Et l'art permet ce genre de choses, que ce soit avec des publics pas du tout avertis, au contraire, même plutôt fragiles ou éloignés du champ culturel, que des gens dans le milieu de l'art. Cette idée-là d'écoféminisme, c'est aussi se réconcilier avec ce que l'on a autour de soi. Et je me rappelle, j'avais été invitée à la Biennale d'art contemporain de Marrakech. J'avais travaillé avec une communauté berbère et j'avais dit, mais je ne savais plus où j'étais située, si j'étais encore au Maroc ou en Algérie. J'étais en plein milieu du désert du Sahara. Et je me souviens de discuter avec un berbère qui me dit, en fait, j'appartiens là où mes pieds sont situés. Et je crois que cette phrase résonne beaucoup dans le travail en général, et je pense que c'est important de le repenser, et encore plus dans cette crise de civilisation, j'ai envie de dire, qu'on est en train de vivre actuellement. On arrive à faire lien, à faire ensemble, et c'est ça qui compte, et ça permet de revoir ce que l'on peut avoir autour de soi. Et l'écoféminisme, c'est aussi ça. Et j'avais juste envie de rebondir aussi sur ce que vous parliez de la réappropriation du corps aussi dans le spectre de la sexualité, parce que c'est aussi des questions aussi qui ne sont pas liées qu'au patriarcat, il me semble, mais aussi de comment finalement la question de la sexualité peut se réapproprier. J'avais envie de faire un clin d'œil à Catherine Malabou avec Clitoris et pensée, le plaisir effacé. Je trouve qu'il y a aussi ça, ou des théoriciennes, on parle aux États-Unis, je pensais à Amelia Jones aussi. Voilà, aussi ce rapport-là est aussi important, de cette réappropriation du corps et du clitoris notamment, et de se dire que voilà, on peut aussi se reprendre ce pouvoir-là. Finalement, pas tant, à mon sens, mais ça reste personnel, dans une question de patriarcat, mais peut-être plus de colonialisme, et de se dire qu'on s'est retrouvé dans quelque chose où on est face à une autorité, et comment se dégager de cette autorité ou s'affranchir de ces autorités, et essayer de retrouver une place. Et les sorcières, j'avais envie de parler aussi de ma public thérapie qui fait un projet Chercher la sorcière, qui était notamment montré à Poitiers. Voilà, qui repasse sur toutes les... Voilà, donc des spectacles, des choses, je crois que beaucoup de femmes, beaucoup d'artistes se réapproprient cette image-là, qui est un symbole, encore une fois, un emblème assez important dans cette question-là. Voilà. Et comme tu dis, ouais, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent dans les mêmes trucs, et justement, moi, ça m'avait frappé de voir que, avec Nina Santés, vous aviez des petites, il y a des petites redondances. Toi, justement, quand le titre de ton expo, là, avec la femme qui gratte le sol, et Nina, tu as commencé en parlant de les mains dans la peinture, on y était clairement, et de fait, toutes les deux, vous finissez par bosser avec de la terre glaise, par exemple. Oui.
bah, c'est pas pour rien, il y a quand même un truc. Là, tu dis la Terre avec un grand T, mais aussi avec un petit T. Un Et, donc, petit voilà. thé aussi, Et- et- complètement. et en fait, vous avez le même habitus, c'est-à-dire à la fois de la Terre glaise jusqu'à. Alors, toi, c'est la Lune Digital Natives via Instagram. Et Nina, c'est A Leaf on part dans l'espace, dans ta pièce, là où en fait on est entre ciel et terre, la question du contexte, de micro-contexte, macrocosme et microcosme, mais complètement, totalement mis en relation, quoi. Ouais, carrément. Moi, ça résonne beaucoup ce que Cécile et Sarah vous dites à propos en fait, de la relation entre les individus humains, non humains. Et je pense que s'il y a quelque chose qui traverse les différents mouvements, les cousines, cousins là, qu'on a cités toutes, c'est bien oui, comment on refait, comment on recrée un écosystème, comment on sort du binarisme, là, de la dichotomie nature-culture, homme-femme, même humain-non-humain, et comment on se réinscrit dans l'univers. Avec Célia, donc pour cette pièce Elif, on parlait j'avais amené cette expression, le sentiment océanique. Je trouvais ça super beau, cette idée qu'on appartient à l'univers, qu'on se réinscrit dans un tout. Et comment nous, on aurait envie de le faire, et de quel tout on parle, en fait, et qui ou qu'est-ce que ce tout inclut. Ouais, donc vraiment, oui, cette question de la relation du microcosme, macrocosme. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Alors pour le coup, par rapport à ce que tu disais, Hortense, sur les échappées, et aussi cet axe de hors les murs, être hors les murs, moi j'ai l'impression que je viens d'une famille nomade et qui a plutôt travaillé, qui a plutôt créé des spectacles en dehors des murs du théâtre. Et moi, j'ai fait plutôt le mouvement inverse de revenir dans les murs du théâtre. Pour le coup, j'y suis bien en ce moment, on travaille, en faisant des allers-retours avec l'extérieur quand même, mais de venir, de continuer à pousser les murs du théâtre et des institutions, et de voir qu'est-ce qu'on peut continuer à y faire. Et justement, comment on peut continuer à travailler la relation dans cet espace-là. Est-ce que c'est un espace qui reste ouvert, inclusif, comme je disais tout à l'heure? Est-ce qu'il y a une dimension du sacré qui peut exister à l'intérieur de cet espace encore? Voilà. Et pardon, je voulais rebondir sur quelque chose qui m'a complètement échappé. Alors, moi, je rebondis sur ta notion du sacré, et justement sur la question dans Hymne, ou même dans le Zombie, sur le truc de l'hymne qui se cherche. C'est-à-dire une fois qu'on s'est barré, une fois qu'on a fait le retour à la nature, on va rechercher un nouveau rapport. Toi, tu travailles avec la musique, mais c'est parfois du cri, parfois c'est des mots, parfois c'est de la bave. Il y a un truc en construction. Oui, ouais, oui, je dirais que, mais c'est un peu ce dont Donna Haraway parle, par exemple, de continuer d'inventer des récits alternatifs, des nouveaux récits, et voilà, et de continuer à composer autrement. Finalement, on réinvente pas la matière, on continue à la recomposer encore et encore, et faire de la place pour faire de la place pour des récits alternatifs, en fait, et habiter aussi. Alors. Oui, effectivement, moi, ça passe beaucoup, beaucoup par le son, par l'utilisation notamment de la voix. Donc, pour moi, le son, la voix, c'est le souffle et le mouvement avant tout. Et donc, ça s'inscrit dans le travail chorégraphique. Mais bon, je veux dire, ça, c'est pas moi, ça fait mouvement en ce moment. On est plein de chorégraphes à travailler avec la voix, et c'est bien parce que ça fait mouvement qu'on redevient des êtres sonores autant que des êtres qui bougent, les danseurs et les danseuses. Mais ouais, je reviens à cette histoire de la relation. Pour moi, le lien et la dimension de l'invisible passent beaucoup par le son. Et voilà, et du coup, travailler sur le son qui traverse les corps, qui les charge, qui réunit les gens,
C'est vraiment une dimension qui m'est chère. Je relis mes notes en même temps parce que je me sens un peu confuse. Je dors pas beaucoup en ce moment. Il y a pas de souci. Et alors, justement, pour aborder un aspect qu'on n'a pas encore trop eu le temps d'aborder, mais c'est quand je vous parlais d'échapper, etc., toi, que tu travailles moins sur la figure de la sorcière, là maintenant, Nina, que sur celle du zombie, ça me donne toutes ces figures écoféministes, là, et ces cousinages que vous nous avez, cette cosmogonie là que vous nous avez recréée, ça fait un peu penser à une espèce de société de marronnage, de corps post-traumatiques qui vont essayer de reconstruire quelque chose dans la forêt. Et justement, la notion, chacune dans vos travaux, vous abordez la notion décoloniale. Parce que justement l'écoféminisme permet ce désancrage culturel et vous trois, vous êtes européennes, peut-être françaises, blanches en tout cas, vous vous confrontez à des questions de décolonisation, du féminisme ou en tout cas réinvention de ces méthodes. Est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus sur comment vous le faites? Mets ton micro, Cécile. Du coup, c'est bon. Oui, ça fait écho avec Ethnoscape, puisque tu m'avais proposé d'en parler. Donc, Ethnoscape, un travail qui a été très long, puisqu'en fait, j'avais été invitée dans un projet qui s'appelait Migrant Body, qui était par 5 structures. On était 5 chorégraphes, 5 vidéastes, 5 écrivaines, et qui devaient penser les migrations. C'était très, très, très global comme idée. Bon, donc, je vais passer sur toute cette année de rencontres où on est allé en Italie, à Montréal, en Croatie. Enfin bon, donc il y avait comme ça 5, et c'était la briqueterie à Vitry-sur-Seine qui était le lieu invitant, et puis il y avait aussi un lieu à Vancouver. Et en fait, bon, après cette année de parcours et de questions, j'ai décidé de travailler sur les migrations humaines, donc vraiment ce dont tu parles, et notamment en m'ancrant sur une pensée d'Arjuna Padurai, qui est un penseur, un anthropologue d'origine indienne, enfin, qui est indien, même s'il fait ses études et il est maintenant professeur aux États-Unis, et avec cette notion d'ethnoscape, qui serait donc cet ethno, l'humain, escape, paysage, qui serait en fait donc composé de toutes les personnes. Donc j'aime beaucoup la terre qui est la mienne, c'est celle qui est sous mes pieds. Donc l'ethnoscape, ce paysage mouvant dont on fait partie, dont les artistes font partie, que les artistes font bouger. Il y a évidemment tous les migrants politiques, les migrants économiques, les migrants persécutés, mais il y a les exilés fiscaux, il y a les ONG, enfin bon, il y a tous les touristes. Nous faisons à nous tous et toutes un paysage mouvant. Et donc, c'était aussi une façon de se réinterroger sur, on a l'impression que les migrations, ce ne sont que des gens, des masses de gens non singuliers. D'ailleurs, très souvent, on voit dans les médias, on voit des masses dans des bateaux, donc les gens ne sont pas... on leur a fait perdre leur personnalité, enfin ce qu'ils étaient singulièrement. Donc c'est une notion qui m'a beaucoup fait travailler. Et donc, ce que propose Arjuna Padurai, c'est qu'il y a les financescapes, donc c'est ce capital qui, lui, passe les frontières tout le temps, c'est le propre du capital, de l'argent qui circule, les technoscapes, parce qu'on est en train aussi de vivre aussi, qui passe toutes les frontières et tous les lieux, le mediascape, c'est les idées c'est les médias qui donnent des idées, qui font la pensée, les idéoscapes aussi, purement la pensée, et puis donc les ethnoscapes, les vivants. Mais on peut aussi aller du côté des plantes, puisqu'on n'a pas de vivants si on n'a pas de plantes. La vie n'est faite que de circulation, de graines, aucune plante ne reste à l'endroit où elle est née. Est-ce qu'on sait même où est-ce qu'elle est née? Mais donc, comment les vivants, nous aussi, les humains, faisons partie de cet ethnoscape, ce paysage mouvant. Et donc, voilà, j'ai travaillé pendant 1 an comme ça là-dessus, en interrogeant aussi des personnes
ayant migré ou étant en train de migrer, mais de manière très concrète, c'est-à-dire en les rencontrant, en leur proposant de chanter ou de danser, donc de partager leur somathèque, c'est-à-dire ce qui les constitue, puisque peut-être qu'une des choses qu'on va emmener le plus, même quand on est dans une migration difficile, à cause des réalités politiques ou de la non-politique, ce qui fait des réalités comme Dublin, comme Frontex, enfin, ces réalités politiques qui fait mourir les gens, en fait. Hein. Ce qui fait mourir les gens, ce n'est pas de migrer, c'est la façon dont on les empêche de migrer, en fait. C'est les obstacles qui sont à plusieurs niveaux sur leur route, qui les tuent, qui les violentent. Donc, voilà, j'ai fait tout un travail là-dessus de partage et qui se terminait en débat. C'est vrai qu'aussi, je pense, tu dis très justement, Nina, qu'on a envie d'être des voix et puis on a envie de partager aussi, d'être dans un espace spectaculaire qui va être différent. Bon, moi, on était dans un tout petit carré, en fait. Hein. La scénographie faisait que les gens étaient tout autour de moi et des images. Il pouvait y avoir des images très proches qui pouvaient circuler par un téléphone ou des images beaucoup plus loin dans la salle. J'interrogeais les gens et en leur demandant tout simplement où ils étaient nés. Donc, il y avait comme ça un aller-retour et ça terminait dans un débat, en fait. Il n'y avait pas de moment de fin de spectacle avec des saluts, par exemple, comme on est habitué à en avoir, mais tout de suite par un échange. Et ce qui m'avait le plus marqué, c'est de voir à quel point les gens ont besoin d'échanger, ont besoin de parler. Et je reviens sur ce que tu disais, sur... voilà, qu'est-ce qu'on fait, enfin, comment, à partir d'un spectacle, qu'est-ce qu'on fait avec un débat, avec un échange. Il y avait aussi la notion très, très forte de qu'est-ce qu'une frontière, en fait. Hein. Puisque la frontière, en fait, c'est comme le genre, c'est naturalisé après coup. On nous dit ce sont les montagnes qui font les frontières. En fait, les personnes de chaque versant d'une montagne, même s'ils sont dans un état-nation différent en général, c'est les Pyrénées ou les Pays Basques, ce sont des peuples d'ailleurs qui étaient les mêmes. Donc c'est une création et qui bouge beaucoup maintenant. Maintenant, l'aéroport est une frontière, alors qu'en fait, on est à Paris, à Roissy, mais en fait, et d'ailleurs, la frontière, la police des frontières est déléguée aux avions. C'est-à-dire que c'est en vous demandant votre passeport avant que vous montiez dans le... C'est pas la police, c'est-à-dire que ce n'est pas l'endroit de la frontière réelle. Et pourquoi aussi on ne vous vend pas un billet d'avion quand vous voulez l'acheter sur Internet si vous n'avez pas votre passeport? C'est parce qu'il est délégué et d'externaliser le travail de police. Donc, il y a vraiment tout un travail sur une chose qu'on a un peu plus de mal à percevoir et surtout à dominer, puisque ces frontières vont être externalisées. Hein. On va confier à un pays comme la Libye, par exemple, pendant très longtemps, ou la Turquie, de repousser les migrants avant qu'ils arrivent aux frontières de l'Europe. Donc, on va demander à un pays et faire un chantage, même économique, à ce pays, pour qu'il fasse le sale boulot. Hein, donc, il y a vraiment tout un travail comme ça de politisation et de dépolitisation. Et chacune, en fait, dans vos travaux, ça c'est hyper clair, vous avez ce rapport à la frontière. Enfin, on en parlait la dernière fois, juste Sarah, que toi, normalement, tu ne devrais pas être dans le Médoc, tu devrais être au Bénin. Voilà. Et puis, tu as travaillé un petit peu partout dans le monde. Est-ce que l'idée de cette recherche de la conscience collective, que ça passe par la notion d'assemblée chez Nina, ou la notion d'encyclopédie quasiment des fameuses de Cécile, ou toi, avec tes réseaux sociaux, où tu demandes les petites culottes pour faire une pièce, machin, et qu'on te les envoie. Est-ce que cette espèce de recherche de la conscience collective, est-ce que c'est un principe d'écriture, de création ? Oui, ça a été... Cécile, ce que tu dis, ça m'intéresse beaucoup, cette question de la frontière, parce que ça a été longtemps... ça a longtemps fait partie d'abord de ma pratique personnelle en tant qu'artiste performeuse, et après, au sein de la compagnie, c'est des choses qu'on a aussi développées. Dans ma pratique personnelle,
il y a aussi cette question de la possibilité de l'autre et du territoire de l'autre, c'est-à-dire est-ce que je me permets ou finalement est-ce que le fait d'aller sur le territoire de l'autre fait de fait que je deviens une figure d'autorité et donc finalement que je deviens quasiment une figure coloniale, tu vois. Donc moi, ça a été vraiment une question que je me suis beaucoup posée dans ma pratique personnelle. J'ai vécu en Chine très longtemps, au Japon, à Taïwan, j'ai travaillé au Kazakhstan, enfin voilà, aux États-Unis beaucoup, en Afrique. Enfin voilà, il y a eu ce moment où j'étais énormément à l'étranger et je suis encore énormément à l'étranger. Oui, où dans ma pratique, l'idée, c'est de mettre en lumière ce que j'appelle les anomalies sociologiques et politiques, de dire, voilà, cet angle mort-là que la société veut qu'on oublie, qu'il y ait des enjeux politiques, écologiques ou sociologiques. Moi, en tant qu'artiste, en tant que figure libre, là où la presse parfois fait défaut, là où la société ou l'État fait défaut, moi, en tant qu'artiste, j'ai aussi ce devoir et cette responsabilité que je me fixe envers moi-même hein, de réagir. Et ça a été, ça fait partie de mes fers de lance de dire qu'à un moment donné, eh ben, si j'assiste à une anomalie, si j'assiste à quelque chose qui me révolte, en tant qu'artiste, puis en tant que femme, puis en tant que jeune femme, puis en tant que du coup blanche et du coup européenne, parce que je ramène toute mon histoire avec moi forcément. Je vais à un moment donné aller à la rencontre de gens voilà, qui auraient besoin d'un coup de main. Et du coup, ça fait à un moment donné cette position-là de se dire, ça peut être au Kazakhstan, la performance s'appelle Aral Revival, c'était aussi mettre en lumière la situation de la mer asséchée sur la mer d'Aral au Kazakhstan, en allant au fond du Kazakhstan, rencontrer une communauté et rencontrer ces femmes qui ont tout perdu avec le dessèchement de la mer et de dire, voilà, je suis là et mon corps personnel va vous servir de page blanche pour vous permettre de protester, de répliquer et en tout cas, je suis là, je vous vois et je vous tends la main. J'utilise en tant que performeuse beaucoup le corps nu et peint, mais pas que, mais dans mon champ, en tous les cas, plastique, ça a été aussi cette idée-là. Pour dire vous me faites don en fait de votre difficulté, vous vous êtes mis à nu et moi là, je ferai la même offrande, c'est-à-dire à un moment donné de dire je me mets en vulnérabilité pour vous permettre à vous d'être dans cette même égalité de corps et d'être du coup dans une totale horizontalité de messages. Et cette question-là, elle est assez importante. Et après, par la suite, c'est des choses que l'on a, parce que là, on est dans le cadre de la compagnie, que l'on a déplacé avec des projets, notamment le projet Eat and Run, où on a travaillé sur des cargos de marchandises avec la compagnie Grimaldi, mais qui travaillait sur ces territoires marins, maritimes, où en fait, on n'appartenait jamais à un territoire particulier parce qu'on était dans ces eaux internationales et du coup on se retrouvait à être de nombreux artistes venant de toutes les nationalités à travailler ensemble sur un cargo, un porte-conteneur en posant la question du territoire et justement de cette migration possible en disant voilà, on est un Suédois, on est des Français, on est des Anglais, on est des Allemands, on est des Italiens, on ne se connaît pas mais on va faire ensemble pendant un laps de temps qui était 1 mois et demi, on se retrouvait jusqu'en Israël en partant d'Angleterre et en disant on va faire ensemble et on va essayer de penser cette idée du monde en commun ou de ce no man's land politique. Et ce qui est intéressant dans les ports de marchandises, c'est qu'effectivement, tu as cette zone, quand tu ne fais pas partie du pays, tu as cette zone frontière que tu dois passer très très vite parce que tu n'as pas les autorisations d'être là quand tu n'es pas voilà, un marchand, enfin tu vois que tu ne travailles pas dans un cargo et du coup c'était aussi repenser à ce territoire qui nous appartient. Actuellement, dans le champ chorégraphique, du coup, parce qu'il y a aussi cette question du champ chorégraphique, je travaille beaucoup, je m'associe à des chorégraphes étrangers qui ont des compagnies. En ce moment, c'est Marcel Beffa, mais j'ai travaillé avec Win Holmes, c'est la Lost Dance Theory, je travaille voilà, avec différents chorégraphes. Et du coup, Marcel Beffa, qui est établi à Cotonou, on a réfléchi à cette pièce autour des enjeux qui étaient les nôtres, c'est-à-dire la question liée à la place de la femme, avec une pièce qui s'appelle Bidé, qui veut dire debout, lève-toi en Yoruba, et qui permettait de réfléchir à
à ce féminisme porté par les masques guélédés. Et les masques guélédés, pour revenir à cette magie, justement, les guélédés, c'est cette figure yoruba de la femme déesse Nyalia, qui est un peu la sorcière suprême, la femme qui est à l'initiative de toute vie, qui fait peur et qui en même temps crée la vie, mais peut la reprendre. Et du coup, il y avait cet interstice-là aussi qui était assez intéressant entre ces rituels vaudous, ces croyances actuelles, vraiment actuelles. On n'est pas dans le folklore, hein, on est vraiment dans quelque chose qui est vécu constamment. Et donc, ça a donné une pièce rentrant, on va dire, dans le champ chorégraphique, qui là va être montrée à June Event ou au lieu unique, voilà, dans des réseaux danse, enfin établis danse. Et c'est ça qui est intéressant, c'était cet interstice-là. Mais de quel droit moi? Et c'est une vraie question, c'est-à-dire à un moment donné, moi je me la pose constamment, et encore plus quand je suis au Bénin, parce que je suis la Yovo, je suis la blanche. Et du coup, il y a d'autant plus cette question-là à chaque fois que je travaille là-bas, c'est comment faire en bonne entente et en cohésion. Et finalement, on ne peut que le faire en ramenant notre bagage culturel et en essayant d'être le plus horizontaux possible, ne pas avoir ces rapports de force. Voilà, Nina. Oui, alors, non, vas-y Nina. Là, c'est moi qui suis chargée de gérer l'horizontalité. Mais justement, du coup, Nina, dernière question. Je crois que toi, ces questions-là d'assemblée et de création collective, si ça te parle. Et puis, on arrêtera ensuite parce que nous sommes à... Oui, ouais, non, je voulais simplement rebondir sur ce que tu disais. Je pense que, enfin, il y a vraiment une question de situer notre endroit de parole. Enfin, moi aussi, j'ai fait des voyages dans d'autres pays pour des projets artistiques et ça continuait vachement de me questionner, même si je pense que c'est fondamental de continuer à le faire, si on peut, quand on le peut et quand on a le privilège de pouvoir le faire. Ça m'a beaucoup questionné, notamment en abordant des grandes figures comme celle de la sorcière, par exemple, ou celle du zombie. C'est pour ça que, Hortense, tu répondais, en fait, République Zombie ne parle pas d'Haïti. Et c'est un mythe qui a vraiment été fabriqué par l'histoire du colonialisme et de l'esclavagisme en Haïti. Mais en vrai, cette pièce ne parle pas d'Haïti. Elle parle d'un État. Et vraiment, je situe toujours mon endroit de parole. C'était au Brésil que j'avais rencontré des artistes qui parlaient tout le temps de lugar de fala, je ne sais pas le dire bien avec l'accent, mais notre endroit de parole et de ce qu'on prend en charge, ce que moi je prends en charge étant artiste blanche européenne, et ce que j'écoute et ce à quoi je laisse la place ou à qui je laisse la place ou à qui je passe le mic, pour le dire un peu... façon plus familière. mais voilà, ouais, j'ai l'impression que c'est aussi une histoire de partage de plateforme, de visibilité, et il y a des choses qu'on peut dire nous, avec nos corps et nos voix, et il y a des choses, c'est à d'autres gens de le dire. Et on a, moi je suis soutenue par des institutions culturelles qui sont aussi des rémanences de... Enfin, pas des rémanences d'ailleurs, qui sont des outils de pouvoir, voilà. Et du coup, je trouve qu'il y a... Voilà, ça demande d'y réfléchir, de l'avoir en tête, d'y réfléchir avec les gens qui travaillent dans ces institutions et de voir comment on redistribue les ressources et comment on partage une visibilité. Et en fait, c'est pour ça que ça m'intéresse de travailler à l'intérieur de ces institutions, c'est que ça reste des outils, des richesses, et que ça m'intéresse de voir comment on peut les partager. Voilà, c'est ça, c'est tout. Non, mais c'est parfait. Merci beaucoup. Du coup, là, c'est à moi de rendre le mic à Juliette pour finir. Et merci beaucoup. Je voulais terminer sur cette question très ouverte en se demandant si on considérait Isadora Duncan et Martha Graham comme les inventeurs de la danse contemporaine. Est-ce que finalement, la danse contemporaine n'avait pas toujours été écoféministe et ne pouvait être que ça? Mais du coup, comme je crois que Sarah, tu l'as déjà dit en introduction, que de toute façon, on ne peut pas être artiste autrement qu'écoféministe aujourd'hui. Finalement, la question était pliée. Donc, c'est une excellente question. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ta question. Non, mais je savais que ça allait poser une colle. Mais du coup, il nous faut une causerie 12 pour ça. Mais non, mais tu vois, quand tu as dit que finalement, les mecs avaient été intégrés à la danse contemporaine dans les années 80-90, c'est qu'avant, ils n'y étaient pas. C'est que, en fait, la danse contemporaine
est écoféministe. Non, mais alors, c'est-à-dire justement, non, Pardon, il fallait que je les figures que tu as choisies sont très opposées. C'est pour ça qu'elle était super intéressante. Parce que, pour le dire en 2 mots, moi, je dirais Isadora Duncan, oui, Martha Graham, faut continuer à y réfléchir dans son rapport à son territoire, au territoire où elle était. Voilà. Mais donc, j'ouvre la question. Non, elle était incroyable, cette question, parce que justement, on ne nous la pose jamais, ce genre de question, tellement elle est culottée. Du coup, je me suis dit, waouh, quelle bonne question par son incongruité, donc elle est formidable, vraiment. Mais je dirais Isadora Duncan, oui. Mais oui. Ce sera l'occasion d'une autre session causerie, je pense. Exactement, j'adore. Je trouve qu'on devrait passer toute l'histoire de la danse à cette question. J'adore. Parce qu'elle est tellement. Bon, puis comment revoir après coup. Donc, je trouve qu'elle fait vraiment travailler parce qu'on ne s'y attend pas du tout. J'ai adoré cette question. Je me suis dit, elle est folle. J'adore. Mais merci, un grand merci à toutes pour votre Ouais. participation à cette causerie. C'était vraiment très agréable de vous entendre et très intéressant. J'ai l'impression qu'il y a une émulsion qui a pris et qu'on aurait pu vous entendre parler encore pendant longtemps. J'espère que vous avez passé un bon moment toutes et merci encore. Voilà, donc la causerie sera disponible sur le site de Dansonner ad vitam aeternam, tant que le numérique existera. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Hortense, merci la Merci Hortense. Merci à vous. Les causeries de la manufacture.